Une semaine après Los Angeles, les Jeux de l'amitié à Moscou, les athlètes de l'Est réalisent des performances parfois meilleures que les champions olympiques. L'Afrique du Sud, une nouvelle fois au banc de l'ONU, la nouvelle constitution rejetée par le Conseil de sécurité. L'affrontement Est-Ouest se déplace dans l'espace, la nouvelle arme utilisée sera peut-être le laser. Football, après la première journée du championnat, Bordeaux plus que jamais favori. Bonsoir, les Jeux Olympiques sont terminés depuis moins d'une semaine. Les pays de l'Est prennent leur revanche. En ce moment, se dispute dans plusieurs capitales une série de meetings d'athlétisme. Il ne s'agit pas réellement de contre-jeux. S'ils le faisaient, les pays de l'Est risqueraient d'être sanctionnés par le CIO. Quant aux performances, il ne sert à rien de les comparer. Comparées à celles de Los Angeles, les conditions n'étaient pas les mêmes. Il n'empêche, dans les épreuves masculines d'athlétisme, à Moscou par exemple, des performances remarquables ont été enregistrées. Et la cérémonie d'ouverture préparée par les soviétiques rappelait quelques souvenirs. Henri Elie. Ce n'est pas l'ouverture des Jeux Olympiques de Moscou en 80, mais celle des Jeux de l'amitié commencés hier dans la capitale soviétique. La flamme que vous voyez n'est pas olympique, mais malgré cela, elle brillera tout au long de ce que l'on appelle plus communément à l'ouest les anti-jeux. 100 000 personnes se sont massées dans les gradins du stade Lénine pour assister à cette cérémonie. Ce ne sont pas non plus 140 drapeaux représentant les États participant aux Jeux de Los Angeles, mais seulement 47 pays de l'Est et quelques autres portant haut leurs couleurs. Ce n'est pas non plus, comme vous venez de le voir, l'une des autorités soviétiques présentes dans la tribune officielle qui a annoncé l'ouverture de ces Jeux, mais un commentateur sportif, le numéro 1 soviétique Konstantin Tchernenko, étant en vacances selon des sources est-européennes sur les bords de la Crimée. Sur la pelouse centrale, le côté très protocolaire remplace ici la fête grandiose d'il y a 8 jours en Californie. Pas de foule en délire, pas de gadget à la James Bond, simplement 100 000 personnes qui agitent, selon le rythme de la musique, de petits fanions aux couleurs des différentes républiques de l'Union soviétique. Puis c'est l'immense et rituel envahissement de la pelouse, que l'on soit à l'ouest ou à l'est, de groupes folkloriques représentant là aussi les 15 républiques soviétiques. Ces Jeux de l'amitié sont en fait le début d'une série de meetings à travers les États du bloc de l'Est. À Los Angeles, chaque athlète avait une médaille en vue. Ici, c'est davantage à la fois une revanche sur le boycott et la course au record du monde. Mieux faire que les concurrents présents aux États-Unis, prouvant ainsi que, par leur absence, l'URSS et ses satellites ont affaibli l'authentique valeur des nouveaux médaillés 84. Et alors que les Jeux ont lancé leurs premières épreuves, au lancer du marteau, le soviétique Sedik a déjà approché le record olympique du finlandais Juha Tainen avec un jet de 73 mètres 36. Au triple saut, on apprend par la télévision soviétique que le record est battu par un bond de 17 mètres 46. On attend donc ici, après la moisson olympique américaine de Los Angeles, la razzia des records russes. En France, l'attentat de Grenoble. Les policiers sont très discrets ce soir, mais ils semblent être proches d'aboutir. Ils seraient sur la piste des malfaiteurs qui ont posé la bombe hier dans la gare de Grenoble. Cet attentat n'a pas été revendiqué, mais le groupe M5, qui revendique déjà les 2 attentats de Lyon et d'Annecy, ce groupe semble bien être impliqué dans ce nouvel acte criminel. La bombe de Grenoble a explosé au visage de l'un des gangsters, et cela a permis aux policiers de récolter bon nombre d'indices. Selon la police, la bombe qui a explosé hier à 20 h dans la gare de Grenoble était, comme celle de Lyon-Perrache et d'Annecy, destinée à tuer. Mais hier, le poseur de bombe a été pris à son propre piège, brûlé au visage par l'engin de fabrication artisanale qui n'a pas explosé aussi violemment que prévu. Il s'agissait d'un tube bourré de poudre noire et bouché aux 2 bouts par des boulons. Selon plusieurs témoignages, le poseur de bombe blessé s'est enfui à bord d'une R5 de couleur blanche avec l'aide de 2 ou 3 complices. Depuis cette nuit, les policiers quadrillent sans succès la région Rhône-Alpes. Une chose semble certaine, les attentats de Lyon-Perrache, Annecy et Grenoble ont la même origine, le mystérieux groupe M5 qui avait revendiqué les 2 premiers. C'est 2 morceaux qu'on a récupérés de... D'après les éléments recueillis, effectivement, avec la PJ, nous avons pu
constaté que c'était les mêmes éléments qui avaient composé la bombe d'Annecy. Nous avons d'ailleurs retrouvé sur place des journaux d'Annecy. Derrière les fumeuses revendications politiques du groupe M5 se cachent sans doute de simples racketteurs. Ils réclament 30 millions à l'État pour mettre fin à leurs actions terroristes. La folie de ce chantage rend d'autant plus dangereux les criminels du groupe M5. Encore des attentats au Pays Basque, cette fois côté français. Un camping-car immatriculé à Paris a brûlé à Bayonne. Son occupant a été blessé au visage et aux jambes. Ces jours derniers, en Espagne, il y a eu beaucoup d'attentats anti-français. C'est la conséquence de la tension au Pays Basque et du problème des extraditions. Le ministre espagnol de l'Intérieur a décidé d'étendre à toute l'Espagne les mesures de sécurité. Mais il est bien difficile de prendre efficacement de telles mesures. Bruno Ledresse. Cette nuit encore, des cocktails Molotov ont été lancés contre 3 voitures immatriculées en France. Face à cette vague de violence qui depuis quelques jours gagne l'ensemble de l'Espagne, le gouvernement de Madrid vient d'annoncer un renforcement des mesures de protection des intérêts français. À San Sébastien, les forces de l'ordre sont omniprésentes. Gardes civils, policiers autonomes basques, patrouillent dans les rues. Devant le consulat de France, surveillance plus discrète. Un policier en civil. À l'intérieur, derrière cette porte, 3 gardes civils armés. Ailleurs, devant les concessionnaires automobiles ou les agences bancaires françaises, personne. La nuit seulement, une surveillance épisodique. Cette banque, par exemple, a sauté en 1979. Elle n'est toujours pas surveillée. Mais la porte, la façade, blindée, en font aujourd'hui un véritable bunker. Ici, on ne se fait aucune illusion. Tant que des militants basques seront emprisonnés en France, les intérêts français en Espagne seront menacés. Social, André Bergeron, dans une interview au journal du dimanche, il y a de plus en plus de pauvres en France. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de Force ouvrière, qui d'autre part fait état d'une recrudescence de l'activité des bureaux d'aide sociale. Cela nous ramène aux chiffres du chômage que je vous donnais hier, même s'il ne s'agit pas précisément du même problème. Mais le chômage continue d'augmenter, 0,8% de plus le mois dernier. Face à la crise, de nombreuses entreprises réagissent. En voici un exemple. Quercy Métal à Cahors. Grâce à une nouvelle loi, les salariés ont pris une participation dans l'entreprise et 200 emplois ont pu être sauvés. Daniel Esquin et Jean-Marie Lequertier. À Cahors, depuis près de 2 ans, M. Esch, fondateur de Quercy Métal, se trouvait confronté à un énorme problème. Aucun de ses 4 enfants ne voulait lui succéder à la tête de son entreprise. Pas question pour lui de vendre à n'importe qui, et pas question non plus de licencier ses 186 salariés. Le cas de M. Esch n'est pas unique. Chaque année, près de 20 000 entreprises françaises disparaissent faute de successeurs. Pour que Quercy Métal vive, M. Esch décide de se servir de la nouvelle loi sur le développement de l'initiative économique et cède, sous forme d'action, à ses employés son capital. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet certainement aux employés, disons, d'être un peu plus motivés, d'essayer d'améliorer le fonctionnement de leur entreprise. Pour vous, acheter 5 actions de 100 francs chacune, c'est une grosse somme sur votre salaire ? Oui. Oui, parce que bon, j'ai un salaire de 3500 francs environ, ou un peu plus. Bon, je fais cet effort-là. C'est à noter quand même. 2 cadres, Jean Verdier, Bernard Alanic, ont démissionné de postes importants à Paris, vendu tout ce qu'ils avaient pour vivre eux aussi cette aventure économique. Futurs patrons de l'entreprise, ils en ont préparé la succession et mis au point la répartition des actions. Nous allons créer une société holding qui s'appelle Quercy Finance, dont le capital sera de 4 millions de francs, sera détenu à 51% par Jean Verdier et par moi-même, car nous souhaitons, nous désirons ardemment avoir le management et la responsabilité de la société et sa gestion. 19% aujourd'hui du capital sera détenu par environ une centaine de salariés sur 180, et le solde sera pris, le solde du capital, par 2 établissements financiers, la Bagnexi et Avenir Industrie. Quelle a été la réaction des banques ? La réaction des banques a été bonne, car les 2 banques qui sont nos banques actuelles et qui jouent à fond la pérennité de l'entreprise ont accepté de prêter à Quercy Finance 11 millions de francs sans aucune garantie. Du côté de la CFDT, on n'apprécie pas beaucoup ce qui se prépare dans cette entreprise. Si vraiment les employés, enfin les salariés de cette entreprise étaient majoritaires, comme on veut prétendre, on veut le faire croire, il est certain que ces salariés auraient choisi eux-mêmes leurs représentants dans la direction. Or, ce n'est pas le cas.
Un avis que ne partage pas la majorité des salariés. Travailler dans une entreprise qui vous appartient, je répète à 49%, mais travailler dans une entreprise qui vous appartient, c'est travailler différemment, c'est avoir un esprit différent, travailler pour soi et pour tous ses camarades et peut-être faire, comment dirais-je, changer cet esprit de patron, transformer, ne plus parler en termes de patron, mais parler en termes d'entreprise. Actuellement, près de 200 entreprises désirent bénéficier des dispositions de cette nouvelle loi. Les dossiers sont rue de Rivoli, car il faut pour cela l'accord du ministère des Finances. En politique, cette déclaration de Philippe Séguin au journal Le Monde, le député RPR des Vosges, l'un des leaders de la nouvelle opposition, estime justement que l'opposition s'est mise dans un mauvais cas avec l'affaire du référendum et que maintenant elle peut au mieux limiter les dégâts. À l'étranger, d'abord cette nouvelle attaque contre un pétrolier dans le golfe arabo-persique. L'Endeavour, un bateau panaméen, a été touché dans le sud du golfe, près de Bahreïn. Cela se passait donc dans le golfe Persique. Plus au sud, dans le golfe de Suez, les marines occidentales continuent de chasser les mines. Ainsi, les hélicoptères américains ont commencé à ratisser le golfe de Suez. 7 hélicoptères ont décollé hier. Les forces françaises et britanniques se mettent au travail, elles aussi. L'Afrique du Sud, une nouvelle fois mise hors jeu par l'ONU. Cette fois, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a condamné la nouvelle constitution en Afrique du Sud et condamné aussi les élections qui doivent être organisées prochainement dans ce pays. Le Conseil de sécurité a suivi à une grande majorité les propositions des pays du tiers-monde, les non-alignés. Pourtant, avec ces élections, avec aussi la nouvelle constitution, on pouvait penser que l'Afrique du Sud allait un peu libéraliser son régime d'apartheid. L'ONU a considéré qu'en fait, les nouvelles mesures risquent de l'aggraver, ce régime. Philippe Rochaud. Monsieur Makanda, porte-parole du Congrès panafricain à l'ONU, a été l'un des orateurs les plus virulents pour condamner la constitution sud-africaine qui donne naissance à une nouvelle chambre pour les Indiens et les Métis. Les Noirs restent exclus de la vie parlementaire, a-t-il dit, et cette constitution renforce le pouvoir blanc. 13 pays ont voté pour la résolution condamnant l'Afrique du Sud, dont la France et les Pays-Bas, après quelques modifications de dernière minute. Les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont abstenus, refusant d'utiliser leur droit de veto et permettant ainsi le passage de la résolution. Colère de l'Afrique du Sud après ce vote, qui, dit-elle, est une violation de la Charte des Nations Unies, interdisant les ingérences dans les affaires intérieures des États. En Afrique du Sud, cette réforme de la Constitution est pourtant un événement et la dernière session parlementaire, où seuls les Blancs étaient encore représentés, a été inaugurée avec un faste particulier. Le président de la République, Maré Viljoen, avec musique militaire et garde d'honneur, a même rendu hommage à ce dernier parlement réservé aux Blancs et salué l'arrivée future des Indiens et des Métis. Le nouveau Parlement sud-africain va donc compter 3 chambres élues pour 5 ans, avec 85 députés métis et 45 députés indiens. Les 3 chambres siégeront même ensemble pour les questions d'intérêt commun. Mais les 17 millions de Noirs en sont exclus, car officiellement, d'autres institutions leur sont réservées en raison de leurs différences de culture. Ne votez pas, rejetez cette nouvelle donne, peut-on lire sur les affiches murales. Une vaste campagne de boycott de ces élections, qui doivent avoir lieu mercredi prochain, a été organisée. Depuis plusieurs mois, les 9 syndicats et le Front démocrate unifié, représentant plus de 600 organisations non raciales, demandent ainsi aux Métis et aux Indiens de ne pas se rendre aux urnes, car cela ne ferait que consolider le pouvoir de la minorité blanche. Pourtant, ces élections comptent des partisans parmi les 2,5 millions de Métis et ils le font savoir. Pour certains, c'est un gain politique incontestable, pour d'autres, un marché de dupes. Quant aux Blancs, ils estiment que l'élection d'une chambre pour les Métis et les Indiens est une perte de pouvoir. Alors ce débat passionné qui entoure ce vote de mercredi prochain, les violences, l'affaire portée devant le Conseil de sécurité, permettent aux Sud-Africains de dire que le moindre changement dans les institutions du pays de l'apartheid ne saurait être brutal. Les Américains inquiets de la situation au Nicaragua. Ce n'est pas nouveau, mais leur dernière préoccupation vient de la construction d'un aéroport militaire à grande capacité dans ce pays.
Pour le département d'État, le Nicaragua se militarise de plus en plus. En fait, les Nicaraguayens ne nient pas. Ils ont même présenté l'aéroport aux journalistes. Édouard Laure. Nouvelle preuve du moins vue côté américain de la présence soviétique et cubaine au Nicaragua, la publication de documents montrant une piste d'aéroport incontestablement élargie pour usage militaire. Les travaux, d'après les renseignements fournis par les officiels américains, semblent avoir été entrepris depuis plusieurs mois et dirigés par des conseillers de pays de l'Est. Aucune réaction pour l'instant du Nicaragua à la publication de ces documents. En revanche, à Washington, le porte-parole du département d'État n'a laissé aucun doute sur l'authenticité des photos, en rappelant tout de même que ce n'est pas la première fois que les services secrets américains disposent et rendent public ce genre de documents. Il faut remarquer en tout cas que l'importance donnée à cette affaire, une conférence de presse au département d'État de plus d'1 heure, contraste étrangement avec les discussions qui se tiennent en ce moment même entre un envoyé spécial du gouvernement américain et le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Visiblement, Washington entend bien se servir de ces documents pour faire pression sur le Nicaragua et l'amener à conclure un accord qui pourrait débloquer la situation en Amérique centrale. Un accord qui arrangerait bien un Ronald Reagan en pleine campagne électorale. En Égypte, l'effondrement d'un immeuble au Caire, précisément dans la banlieue de la ville, dans le quartier populaire d'Ambaba. Le bilan est très lourd, 25 morts au moins. Enfin, la guerre des étoiles, de la fiction à la réalité. Les deux grands, l'Union soviétique et les États-Unis, semblent en ce moment déplacer l'affrontement Est-Ouest. Ils ne menacent plus sur Terre, mais dans l'espace. L'Union soviétique a menacé une nouvelle fois de créer, elle aussi, des armes spatiales comme les Américains. Car dans cette guerre des étoiles, les Américains possèdent déjà une certaine expérience. Patrick Esther. Durant les 17 derniers mois, l'armée américaine a réussi au moins par 3 fois l'impossible exploit. Juillet 83, un laser embarqué sur un Boeing de l'US Air Force abat un missile Sidewinder volant à plus de 3000 km/h. 2 mois plus tard, un faisceau de particules détruit une cible télécommandée. Enfin, au printemps de cette année, un missile a réussi la première interception d'une ogive nucléaire à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Cette militarisation de l'espace à la mode Reagan inquiète bien sûr l'URSS. Nous, on milite pour l'interdiction d'armes spatiales. On s'est prononcé contre à plusieurs reprises et au plus haut niveau. Ce sont les Américains qui les premiers ont déclaré vouloir utiliser le laser dans l'espace. En URSS, c'est derrière ces portes que l'on développe les lasers, à l'Institut Lebediev. C'est du reste ici que le laser a été inventé il y a 25 ans. Ces hommes, ce sont des chercheurs qui travaillent sur la fusion thermonucléaire, des travaux auxquels le physicien Andreï Sakharov a apporté en son temps une forte contribution. Des travaux très pacifiques, bien sûr, qui visent surtout à trouver de nouvelles sources d'énergie pour l'avenir. Mais, pour mener à bien leurs expériences, ces hommes doivent parfaitement maîtriser la technique du laser. Et si l'URSS décide à son tour de se lancer dans la guerre des étoiles, alors on peut dire qu'elle possède des atouts non négligeables. Dans cet autre laboratoire de l'Institut de physique générale de Moscou, une autre équipe travaille sur les lasers durs. Véritable artificier de la lumière, ils testent des matériaux nouveaux en tirant des salves de laser sur une cible fixe. À l'endroit du choc, les pressions obtenues sont équivalentes à celles d'une explosion nucléaire souterraine. S'il est un domaine où les chercheurs soviétiques sont au niveau des meilleurs, c'est bien en physique. Alors, si le Kremlin le décide, il n'y a aucune raison pour que les exploits américains ne soient pas bientôt doublés de démonstrations soviétiques. Et puis, pourquoi le nier? Personne ne sait exactement ce qui se passe déjà, actuellement dans certaines régions de Sibérie. Au dire de certains experts, les lasers et les faisceaux de particules ont déjà été utilisés. Retour en France avec une nouvelle affaire de disparition d'enfants, une de plus. Le petit Ahmed n'a pas été revu à son domicile depuis le 29 juillet. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était près de chez lui, dans le 13e arrondissement de Paris. Et cela malgré les efforts et les recherches des policiers et de plusieurs associations. C'est hélas une affaire courante. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Chaque année, 30 000 enfants disparaissent en France.
Voici l'endroit du square Kellerman où Ahmed a été vu pour la dernière fois. D'après un témoin, il s'éloignait en compagnie d'un inconnu. Ahmed a 4 ans et demi. Le dimanche 29 juillet, la famille Douibi se donne des airs de vacances dans le square. Le père est chômeur. Les deux garçons font du vélo. Les parents surveillent de loin. Pendant une courte absence du père, Ahmed disparaît. Dans des cas semblables, personne n'ose croire à un enlèvement. Il faudrait pourtant alerter la police immédiatement. Je pensais qu'il est avec les autres enfants. J'ai été vérifier tous les enfants des voisins et je ne l'ai pas trouvé avec eux. Après, j'ai été au commissariat. Et la police a commencé à s'en occuper à partir de quel moment? Demain matin, ils sont venus me voir. Et à partir de quand avez-vous pensé à un enlèvement? À partir de 9h du soir. Porter plainte aussitôt permet l'ouverture d'une information judiciaire, ce qui déclenche l'action de la police avec tous ses moyens. Les enlèvements d'enfants restent rares. Les mineurs qui partent un jour sans laisser d'adresse sont le plus souvent des fugueurs. Ils sont 30 000 qui chaque année abandonnent la cellule familiale. Mais tôt ou tard, pour 95% d'entre eux, le voyage s'achève. Parce que le plus souvent ils reviennent d'eux-mêmes, ou parce qu'un jour ils se sont arrêtés dans des centres, comme celui-ci. Bon, une fois qu'ils sortent d'ici, la plupart ont trouvé une réponse aux questions qu'ils se posaient. C'est-à-dire retour en famille, recherche de travail, ou interpeller un juge pour enfants, parce que la vie familiale n'est plus possible. C'est le travail qui est accompli avec eux pendant le temps où ils sont hébergés. Certains ne choisissent pas cette solution et préfèrent repartir comme ils sont venus. Ils deviennent alors des disparus, comme ces deux enfants, John Bert et Mathieu Holbert, dont on est sans nouvelles depuis 2 ans. Officiellement, chaque année, on en dénombre une centaine. Tous ont moins de 13 ans. On ne sait ce qu'ils sont devenus. Trafic d'enfants, prostitution. Alors des associations de parents d'enfants disparus mènent une action parallèle à celle de la police pour sensibiliser l'opinion. Affiches, tracts, autant de procédés qui relèvent peut-être de l'artisanat, mais qui s'avèrent parfois payants. Ainsi, une affichette, ici, à Paris, a permis de retrouver la petite Géraldine Ponce, disparue 1 mois plus tôt, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le sport maintenant, Yannick Noah forfait pour Flushing Meadows. Je vous le disais dès hier, le champion français qui souffre d'une pubalgie, une douleur au ventre, devra peut-être se faire opérer. Pas d'Open américain donc pour Noah qui est en train de vivre une des plus mauvaises années de sa carrière. Brigitte Duvauchel. Dernière victoire de Yannick Noah, c'était à Roland-Garros en juin 1983. Depuis, il n'a gagné aucun match. Une blessure au genou perturbe son entraînement hivernal et au Masters, il est éliminé au premier tour par Thomas Schmid. À Monte-Carlo, il perd en demi-finale et à Roland-Garros, son titre lui échappe en quart de finale face à Mats Wilander. En juin, nouvelle blessure, Yannick Noah souffre d'une pubalgie, ce qui l'empêche de participer à Wimbledon. La pubalgie est une maladie d'usure assez rare chez de jeunes athlètes. Les remèdes, anti-inflammatoires et repos. Ce sont les dernières images de Yannick Noah à l'entraînement. Un entraînement qui le fait de plus en plus souffrir. Il porte même une ceinture abdominale. Voilà maintenant 1 mois et demi qu'il a rangé les raquettes au placard, mais malgré ce repos forcé, la douleur est toujours présente. Et Yannick Noah ne participera pas à Flushing Meadows. Alors, le point de douleur, c'est le pubis, c'est-à-dire cette zone antérieure du bassin, où s'insèrent les muscles de l'abdomen, des abdominaux, et des muscles de la cuisse, en particulier les adducteurs. On opère lorsque le traitement médical échoue, et à partir du moment où c'est la seule possibilité, car en ce moment, Yannick ne peut pas jouer. Mais ça semble évident que l'opération va être inéluctable. Non, ce n'est pas évident, puisqu'il vient d'être prolongé d'une 15aine de jours. Peut-être, il va mieux. Mais bien sûr, il va mieux, plus le repos est long, moins la douleur est importante. Mais ce qu'il faut, c'est que lorsqu'il reprend, qu'il n'ait plus mal du tout. Or ça, on ne peut pas le savoir. On s'est donné encore une 10aine de jours maintenant. Opération, ça veut dire combien de temps d'arrêt? 3-4 mois. C'est très long. Et Yannick Noah est-il décidé à se faire opérer? Écoutez, il tarde le plus possible parce que c'est jamais de gaieté de cœur qu'on se fait opérer et Yannick a voulu vraiment tout essayer avant de prendre la décision de se faire opérer.
il attend encore vraiment l'extrême limite, donc 15 jours, mais ensuite, il faut vraiment ensuite qu'il prenne sa décision, parce que si jamais il décidait de se faire opérer, il faudrait après attendre ce que les médecins disent, c'est-à-dire environ 3 mois avant de pouvoir se réentraîner normalement. Yannick me disait au téléphone qu'il commence à trouver le temps vraiment long, mais parce qu'il a une envie terrible de reprendre la compétition. Il a vraiment envie de rejouer au tennis. C'est pour lui maintenant quelque chose d'essentiel. Il veut à tout prix reprendre la compétition. Automobile, la Formule 1 suite. Demain, ce sera l'étape autrichienne sur le circuit de Zellweg. Les pilotes vont disputer le Grand Prix d'Autriche. Un circuit qui réussit généralement assez bien aux Français. Prost paraît bien armé. Mais ce n'est pas lui qui a réalisé le meilleur temps aux essais, c'est Nelson Piquet, le Brésilien, sur sa Brabham. Il partira donc Piquet en première ligne aux côtés de Prost sur la McLaren. Ensuite, il y aura Lauda et De Angelis. Et puis, en troisième ligne, Tambay et Warwick sur la Renault. Football, savez-vous combien il y a d'équipes engagées dans la Coupe de France? La Fédération française de football vient de rendre public le chiffre. Eh bien, ils sont 3982. 280 de plus que l'année dernière. Les succès de l'équipe de France ont certainement des répercussions à tous les niveaux. En tout cas, le championnat de Division 1 a commencé hier. Bordeaux est plus que jamais favori de ce championnat. Hier, les Bordelais ont gagné et pendant le même temps, Monaco et le PSG étaient battus. Patrick Naff. Bordeaux, le champion de France en titre, part favori, et c'est normal. Surtout après sa performance d'hier contre Toulouse, 2-1. Les Girondins ont joué sans Chalana ni Tigana, tous deux blessés. Alors quand l'équipe sera au grand complet, elle risque bien de laisser bon nombre de ses adversaires sur place. Monaco, deuxième du championnat la saison dernière, a buté sur les Bastillais hier soir. Mais Monaco sait marquer des buts, comme ici contre Cannes en Coupe de France l'an dernier. Il faudra sans doute aux Monégasques quelques matchs pour digérer les changements intervenus dans leur rang. Une fois les réglages effectués, ils auront leur mot à dire en tête du championnat. Nantes a pris le rôle de challenger après avoir longtemps tenu celui de favori. 6e l'an dernier, un seul nouveau venu, Ramos, et beaucoup de départs. Il faudra donc aux Nantais beaucoup de cohésion pour faire face à l'armada de certaines équipes. Et leur prestation d'hier contre Toulon a montré qu'ils ne se contenteront pas de jouer les seconds rôles. On reste perplexe à propos du PSG. Une équipe à dimension européenne, c'est incontestable. Une équipe capable du meilleur comme du pire, surtout au Parc des Princes. 2 buts marqués hier soir, mais aussi 4 buts encaissés face à Nancy. Si le PSG veut briller en championnat, il lui faudra beaucoup plus de cohésion. Une cohésion qui sera longue à acquérir. 8 départs, 8 nouveaux venus. Manifestement, l'osmose est loin d'être réalisée. Enfin, Auxerre sera un outsider de luxe. Surprenant 3e l'an dernier, les hommes de Giroud joueront pour la première fois de leur histoire en Coupe d'Europe. Et si l'an dernier, on ne les connaissait pas très bien, tout le monde aujourd'hui connaît Garand, Ferreri et Batz. Reste la météo, bien sûr, la météo du dimanche, demain. Alors Brigitte Simonetta, je crois que tout va pour le mieux. Ah oui, oui. C'est encore la tournée de l'anticyclone. Il offre du soleil pour tous. Et avec le soleil, la chaleur. Regardez la photo satellite. On ne voit rien. Tout est sombre, donc tout va bien. L'anticyclone est là. Il faudra surveiller de très près cette perturbation, mais on n'en parle pas encore pour demain. Regardez la carte. Il y aura encore quelques bancs de brume, du soleil l'après-midi, un soleil éclatant partout sur toutes les régions. Mais il sera précédé le matin par quelques bancs de brume, surtout sur le nord et tout l'ouest du pays. Donc, bel après-midi. Et en fin de soirée, encore des risques d'orage, surtout sur la région landaise, le sud-est et la Corse. Peut-être des orages. Ils seront dus à la chaleur, car les températures sont en hausse, de 26 à 30 degrés sur la moitié nord et de 28 à 31 degrés sur la moitié sud. Demain, dimanche 19 août, le soleil se lèvera à 6h28, se couchera à 20h58. Nous fêterons les Jean Eudes. Merci Brigitte. Et puis avant de terminer, je dois vous donner d'abord les résultats du tiercé d'aujourd'hui. Il se courait à Enghien. L'ordre d'arrivée, c'est le 3, le 5, le 7. Les rapports, 875 francs dans l'ordre, 175 francs dans les ordres, tout cela pour 5 francs. Il y a un autre tiercé, il se court demain à Deauville. Alors voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 9, le 8, le 12, le 17, le 11, le 20, le 16 et le 6.
Voilà, fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, eh bien, ce sera aux alentours de 23h, un petit peu après 23h. Je vous retrouverai pour la dernière édition du journal. Passez une excellente soirée.